Donc, comment ça se fait? Donc, écoute, un chercheur va avoir une idée, va avoir déjà ses contacts. Puis là, il dépose un projet à Prima. Disons que l'entreprise va mettre 10 $. Tu as un niveau provincial qui va te donner 20 $. Tu as un niveau fédéral qui va te donner un 20 autres dollars. Donc, tu vois, avec tes 10 $ d'industriel, tu vas avoir un projet de 50 $. Et ces 50 $ là, ils vont au professeur en charge de gérer le projet. Tu sais, c'est vraiment des risqués parce que pour 10 $, l'industriel, il a accès à un professeur de renom qui est une tuerie dans le domaine, avec une équipe de recherche, avec des laboratoires high-tech, avec un écosystème tout autour. Donc, le chercheur, lui, il connaît quelqu'un qui a. Donc, pour 10 $, tu as vraiment un projet vraiment structurant. Et puis, ça a des risques. Un instant, chères auditrices et auditeurs, avant de vous présenter l'épisode du jour, place à notre sponsor de cette saison 2, Bforge. Bforge, qui s'appelle B-6 Forge, est une entreprise française spécialisée dans l'innovation en industrie circulaire en soutenabilité forte. Que vous soyez une start-up en pleine croissance ou une entreprise bien établie, Bforge est là pour vous aider à agir avec un maximum d'impact en y consacrant un minimum de temps. Et là, je vous vois arriver, vous allez me dire, un instant Mike, comment je peux faire pour contacter Bforge et participer à ce mouvement de consommation durable et responsable autour des plastiques? Ne vous inquiétez pas, nous allons voir ça ensemble. Bforge propose le programme Activez vos pouvoirs, moins de plastique. Alors c'est un programme ultra complet dont je fais partie des premiers pionniers, donc c'est-à-dire des premiers adhérents en tant que professionnel. Activer vos pouvoirs, moins de plastique, c'est rejoindre une communauté qui encourage la sobriété dans l'usage des plastiques et l'adoption de pratiques durables. En participant, vous contribuez à des actions de remédiation réparatrices à impact avec moins de plastique polluant la biosphère. Dans le même temps, vous développez visiblement les engagements de votre entreprise auprès de vos clients et partenaires. Comme vous le savez, à titre personnel, je suis très impliqué dans les matériaux plastiques et tout ce qui tourne aussi au domaine des polymères. Donc moi j'ai réalisé ma thèse dans les matériaux polymères haute performance renforcés en fibre de carbone pour des applications aéronautiques et également moi je suis facilitateur de la fresque du plastique, donc c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur cette thématique. Dans mon cas, j'utilise le programme Moins de plastique pour me tenir au courant des actualités, notamment autour du plastique, et cela m'évite de perdre du temps à chercher en me posant des questions, et la question fatale, en fait, finalement, on se le pose toujours, est-ce que l'info est fiable ou non? Donc ça, c'est super important de pas se la poser et se dire qu'on est vraiment ici avec un contenu de qualité. Et également, j'ai accès à une communauté, donc la communauté Moins de plastique. Donc c'est une superbe communauté, ça permet d'échanger et c'est vraiment, vraiment top. Donc je vous invite vraiment, si le plastique vous tient à cœur, notamment son utilisation, à vraiment adhérer à cette commune. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez voir, le programme Moins de plastique vous propose 3 formules. Micro, méso et macro. Ces 3 formules correspondent finalement au taux de remédiation que Bforge va financer via votre engagement au programme. Également, avec Bforge, le podcast vous a fait une surprise. Si vous regardez cet épisode en vidéo ou que vous l'écoutez, dans la description, vous allez avoir également un lien qui est vraiment destiné aux solo-entrepreneurs qui souhaitent s'engager autour de ces thématiques du plastique et de la remédiation de ce matériau. Vous allez voir, c'est un lien qui vous emmène vers le programme avec une réduction pour vous. Également, j'ai 2 informations à vous communiquer. La première, c'est par rapport au nombre de places qui est disponible dans ce programme. Il y en a uniquement 300, donc si vous êtes une entreprise engagée, que vous souhaitez vous investir dans un programme RSE, responsabilité sociale des entreprises, sur la thématique du plastique et de sa remédiation, ce programme, il est fait pour vous. Le deuxième est par rapport au type d'engagement. Donc vous avez bien vu, vous avez plusieurs types d'engagement pour accéder au programme Moins de plastique. Micro, méso et macro. Et si vous êtes un solo entrepreneur, vous avez accès au programme Nano et Nano Early Bird. Pourquoi avoir fait ces choix avec différents types d'engagement? Finalement, c'est pour vous donner la possibilité de vous engager au montant que vous souhaitez.
Le programme est le même et restera le même. C'est simplement votre engagement qui influencera sur le niveau de financement du plastique remédié. Tout simplement. Cela étant dit, on remercie Bforge pour le sponsoring de cette saison de Drôme et Matériaux. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans Drôme et Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et d'expérience humaine. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une personne incroyable. Incroyable, effectivement. Alors, on est dans un podcast, on va dire outre-mer, ou plutôt outre-Atlantique, n'est-ce pas? Exact, Allez, je vous exact. l'introduis. Sébastien, comment tu vas? Ça va très bien, Mike. Merci de me recevoir. C'est un énorme plaisir de pouvoir échanger en français et outre-Atlantique. Super, Sébastien, super. Alors, pour tout vous dire, Sébastien est au Canada, n'est-ce pas? C'est ça, Québec, Montréal. Québec, Montréal. Donc, du coup, on a vraiment un podcast outre-mer et on voit vraiment la notion que Dromia Matériaux, comme je vous le rappelle, mes chers amis, Dromia Matériaux, c'est un podcast en français, francophone. Le but, on devient numéro un, c'est ça qu'on souhaite, devenir numéro un dans notre domaine et surtout fédérer, éduquer, agir tous ensemble pour former notre communauté francophone scientifique autour de la matière et lier des partenariats et c'est l'objectif de cet épisode notamment. Donc Sébastien, je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, comme ça ils apprennent un peu plus sur toi, d'où tu viens, ton parcours, ton baccalauréat, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as été jusqu'à une thèse? Moi je sais, mais les autres ne le savent pas. Moi je vous spoil, hein. Mais Ouais, ouais. dis-nous tout Sébastien. Non, non, écoute, l'habit fait pas le moine, on va dire. Mais oui, oui, moi, je suis un chercheur en sciences des matériaux depuis plusieurs années. Donc, moi, mon accent ne va pas le cacher, même s'il dérive un peu depuis mes 17 dernières années au Québec. Mais moi, je suis breton. Donc, je suis de Brest. Donc, j'ai fait tout mon parcours à Brest. Un petit détour par Rennes, à l'INSA de Rennes. Et puis après, un cursus. Alors, moi, je suis quand même assez vieux, hein, Mike. Donc, moi, c'est l'ancienne version. Alors, ça s'appelait DUG. J'ai oublié ce que ça veut dire Ouais, Doug, l'acronyme. Doug. Licence, maîtrise, tout ça en chimie. Chimie minérale, chimie physique, chimie analytique, tout ce que tu veux, organique aussi. Que j'avais pas trop d'atomes crochus, mais bon, peu importe. Et puis, à la fin de ma maîtrise, moi, j'étais pas très scolaire, ok, tu sais, entre 18, 20, 22 ans, là, tu penses à autre chose. Enfin, moi, je pensais à autre chose. Puis notamment pas rester assis sur un banc d'école à m'abreuver du savoir des autres. Mais quand même, j'ai réussi à atteindre le DEA. Donc, ça doit être un Master 2 maintenant, j'imagine, ce qui se dit en France. Ouais, tout à fait. Euh, DEA, donc diplôme d'études approfondies. Et puis là, ça a été encore une fois à Brest, à l'Institut universitaire européen de la mer. Donc, c'était chimie marine, chimie organique, chimie physique, chimie analytique. J'en oublie peut-être, mais bon, ça, en fait, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est que ça débutait en septembre 2001. Puis tout le monde se rappelle où on se trouvait en septembre 2001. Moi, je me retrouvais justement à bord d'un navire de l'Ifremer pour faire une campagne justement de prélèvement du sol océanique. Donc, on partait de Nice, puis on traversait toute la Méditerranée jusqu'au détroit de Gibraltar. On faisait une pause au large du Portugal, puis on allait jusqu'en mer d'Irlande en passant par le golfe d'Aquitaine. Et puis, tout au long de ces 3 semaines-là, eh ben, on prélevait des carottes au fond de l'océan, justement, pour après faire l'histoire un petit peu de ce qui s'est passé, les gaz qui sont présents, les petites bibites qu'il y avait encore dedans. Bref, c'était vraiment très, très intéressant. Et puis encore une fois, à cet âge-là, moi, j'étais pas très scolaire, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis retrouvé quand même à obtenir mon DEA, mais dernier de la promo. Bon, ce qui n'est pas un mal en soi, mais Non, du tout, à du la tout. fin de ce DEA, il proposait justement un stage. Puis encore une fois, je me suis retrouvé à choisir le dernier stage parce que j'étais pas au fait qu'il fallait faire un stage. Donc, je me suis retrouvé dans un stage en électrochimie. Donc ça, l'électrochimie, c'est tu utilises de l'électricité pour provoquer des réactions chimiques ou tu utilises des réactifs chimiques que tu mets ensemble pour générer de l'énergie Mhm. ou de l'électricité, pardon, parce que générer de l'énergie, c'est un peu plus compliqué. Oui, tout à fait. Mais donc c'est ça. Et puis en fait, en 3 mois, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai vraiment tripé dans le labo et puis que je me suis retrouvé à publier un article. Et puis donc je me suis retrouvé le seul de la promotion, la cohorte, à publier un article
Donc j'étais pas peu fier. Puis honnêtement, j'avais vraiment trippé. Tu sais, c'était vraiment la cerise sur le sundae, comme on dit, ou la Ouais. cerise sur le gâteau. Mais C'est trop cool, c'est trop ça. mais mais c'est ça. Donc ça m'a ouvert des portes après pour aller postuler à une bourse européenne pour un doctorat. Donc ça, je me suis retrouvé en Irlande, à University College of Cork, donc en République d'Irlande. Et puis là, je me suis retrouvé à faire de l'électrochimie, tout ce qui concerne des sites actifs de surface et exhaust fumes. Donc c'était vraiment tout ce qui est la catalyse dans les pots, notamment les pots d'échappement des automobiles. Puis comprendre un petit peu la conversion. Comment est-ce que tu fais, notamment pour, sur une même surface, oxyder du monoxyde de carbone, par exemple. Donc, il faut avoir un catalyseur qui permet cette réaction, mais en même temps qui réduit des NOx. Parce que quand dans ton gaz d'échappement, tu as plein d'affaires. Donc, il fallait vraiment designer ça. Puis, je me suis retrouvé dans l'électrochimie. Alors, bon, l'électrochimie, bon, on n'est pas tous spécialistes en électrochimie, mais il faut toujours un milieu conducteur ionique. Donc, moi, je travaillais en milieu aqueux, alors que tous les gens avec qui je travaillais, notamment en Allemagne, en Suède, en Grande-Bretagne, eux travaillaient sous vide. Donc eux, évidemment, ils avaient vraiment tout cet aspect matériaux où tu comprends exactement ce qui se passe. Tu n'as pas de contaminants, tu n'as Ouais, tout pas à fait. d'atmosphère parce que tu es sous vide. Ouais. Bref, tu contrôles vraiment tout. Donc tu comprends vraiment la réactivité de ta surface, de ton atome, on va dire. Hmm. Donc moi, je me suis quand même fait dire, et puis ça forge, et puis je m'en rappelle encore, que tout ce que je faisais, c'était de la soupe. Parce que la soupe, évidemment, Incroyable. Pourquoi? Dis-nous tout. parce que justement, moi, je balance un courant. Donc, je suis en train de polariser mon interface. Je suis en présence d'un milieu aqueux. Dans le milieu aqueux, évidemment, il y a des interactions. Il y a un solvant, mais il y a un soluté. Bref, il y a énormément de choses qui fait que tu ne peux pas relier directement l'activité de ton matériau avec sa structure, Ouais, notamment, tout à parce qu'il fait. y a tellement de facteurs Hmm. environnants. Hmm. Donc ça m'a quand même un peu marqué, mais bon, bref, j'ai quand même bien trippé. J'ai fait beaucoup de conférences, puis j'ai eu l'occasion aussi d'aller à Uppsala en Suède pour faire un peu de calcul théorique. Donc ça s'appelle de la DFT, Hmm. Density Functional Theory, pardon. Ouais. Donc ça, c'est vraiment juste pour modéliser les réactions, pour arriver à déterminer l'état de plus basse énergie, le ground state. Bref, ça a été super formateur. Après, pour toutes sortes de raisons, il fallait faire un postdoc. C'est ça qu'on dit aux doctorants. Je pense Ouais, pas à faites un l'heure postdoc. actuelle. Si vous voulez avoir un poste de maître de conférence, faites un postdoc à l'étranger, c'est important, les gars. Voilà. Donc, encore une fois, j'ai quitté ma Bretagne natale pour partir ici, à Montréal. Donc là, je me suis retrouvé à l'INRS, à l'Institut national de recherche scientifique, qui est un peu l'équivalent du CNRS en France, Mhm. mais juste au volet québécois. Et puis là, donc là, je me suis retrouvé postdoc. Donc là, vraiment, encore une fois, ce que je faisais, c'était de la soupe. Donc là, je me suis un petit peu dit, OK, je vais vraiment travailler sur faire du design de matériaux, mais super contrôlé. Donc, sur des surfaces très plates, avec très peu de défauts, avec des stoichiométries contrôlées. Et puis là, après, je vais pouvoir faire la relation entre structure et activité. Donc là, j'ai travaillé sur énormément de techniques, comme de l'ablation laser, du sputtering. Et puis, je suis vraiment désolé pour Il n'y a pas les de souci. anglicismes. Comme l'anglicisme, Euh, de toute façon, bromine un matériau, c'est un anglicisme. Donc, c'est quand t'es ça, à c'est la vrai. bonne école, t'es à la C'est bonne bon, école. c'est bon. Et donc, il y a énormément de techniques comme ça, encore une fois, pour arriver à créer des surfaces un peu exotiques, on va dire, avec des activités qui n'avaient pas encore été sondées. Parce qu'encore une fois, dépendamment de comment est-ce que tu crées ton matériau, et puis je vais insister là-dessus, sur la notion de un matériau, même s'il connaît, même s'il est identique d'un point de vue composition, structure, la manière dont tu vas le créer ou le former, l'assembler, l'élaborer, va avoir un impact. Donc, j'ai continué là-dessus. Et puis, écoute, là, c'est parti vraiment dans tous les sens. On a fait des réactions, encore une fois, électrochimiques, mais pour stocker de l'énergie sous forme de capacité électrochimique, donc avec des oxydes de ruthénium, encore beaucoup avec des métaux nobles comme du platine, rhodium, or, cuivre, euh, rhodium, palladium, des choses comme ça, avec encore une fois plein d'alliages qui ne sont pas dans les diagrammes de phase. Donc la thermodynamique te dit non, ça n'existe pas. Mais grâce à des techniques et puis il y a un petit peu des subterfuges, la créativité des physiciens et de toute l'équipe qui était avec moi, on arrivait à créer ces matériaux-là. Je ne vais pas passer à travers de tout, mais tu sais,
sur 4 ans, c'est une dizaine d'articles, une dizaine de conférences. Puis encore une fois, c'est ça la beauté, tu sais, quand tu es chercheur, de rencontrer d'autres, de te confronter à d'autres idées, à d'autres paradigmes, C'est à clair, d'autres versions aussi, parce que tout à c'est fait. jamais consensuel. Ouais, tout Donc, à et puis fait. c'est ça qui est intéressant. La, Après, ça la bâtit ton recherche n'est esprit. pas un consensus, hein. Ça, il faut Non, l'avoir en tête. La recherche n'est pas un consensus. Quand on te parle et de heureusement, consensus scientifique, c'est qu'en fait, on n'est pas d'accord du tout. Mais la c'est recherche n'est ça, pas consensuelle. exactement. Mais donc ça, c'était vraiment le côté super intéressant. Puis après, je suis passé associé de recherche Ouais. euh, pour toutes sortes de raisons, parce que tu peux pas être postdoc toute une vie. Donc là, après, je me suis retrouvé quand même un peu plus sur un côté comment financer la recherche du labo. Donc là, Donc, on écrire va les en parler. subventions. Si tu veux, on va en Exactement. parler. On va en parler parce que là, ça sera là. Bah, cher auditeur, vous savez très bien qu'on a discuté déjà en amont avec Sébastien. On sait un Ah peu ouais. ce qu'on va vous dire. Donc, du coup, effectivement, je vais te poser une question. Après, si tu veux, on enchaîne là-dessus. Et la question, c'était pour terminer ce pan, si tu veux. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la science? Bah, encore une fois, c'est toujours la curiosité. Et puis, euh, c'est toujours comprendre, OK, je m'assois sur une chaise, mais c'est quoi, qu'est-ce qui me retient sur cette chaise? Euh, Puis après, tu découvres qu'en fait, la matière, c'est du vide. Alors, j'aime pas utiliser ce mot, mais c'est une absence de matière. Donc, entre ton noyau et tes électrons qui sont dans leurs orbitales, ben, écoute, il y a rien. Enfin, la probabilité de trouver des électrons autour, tu sais, donc tu es assis sur c'est pas de la maths, c'est une absence. Bref, ça cogitait, ça cogitait. Ouais, Je me sur une disais, énergie, pourquoi ça effectivement, colle? un Pourquoi ça colle échange. le velcro? Effectivement, effectivement. Tu sais, t'accroches, bon, ça Ouais, colle. Et puis, ouais, je me ouais. disais, après, je mélangeais des trucs. Puis même au niveau, bah, je pense que c'était déjà ancré, tu sais, au niveau culinaire. Je mélangeais des trucs. J'ai essayé de faire des émulsions. Bref. Donc ça m'a vraiment poussé. Puis après, il y a toujours une sorte d'étincelle. Donc, tu sais, et puis ça, il faut le rendre à César ce qui appartient à César. Ça, c'est les profs. Donc, tu as toujours un prof. On a tous un prof qui nous a un petit peu allumés. Et Ouais, puis qui moi, nous a marqué, ouais, 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 je comprends. c'est Ouais, ça. ouais, tout à fait. Après, bon, la chimie est arrivée un petit peu par-dessus, mais d'un point de vue science générale, moi, j'ai toujours été la curiosité, c'est ça. Donc, c'était un trait de ma personnalité qui m'a poussé à essayer de mieux comprendre un petit peu l'univers dans lequel on gravite. Ouais, c'est clair. Mais là, on le voit très bien que c'est un dénominateur commun à tous les scientifiques, la curiosité. Se poser des questions, on arrive à un moment donné, on regarde, on se dit, bah, c'est quoi ça? Mm. Attends, ça marche Ouais, c'est comment? ça. Ah. Et après, et surtout, au-delà de ça, c'est quand on commence à raisonner sur les matériaux et parler matériaux, qui est finalement les matériaux, c'est quoi? C'est une organisation de la matière à l'échelle humaine, c'est là où on comprend vraiment ce qu'on touche. On se dit: «Mais alors, attends, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi j'ai une pégosité? Pourquoi j'ai pas de pégosité? Pourquoi?» Et finalement, effectivement, tout ça se en fait, je sais pas comment le dire, en fait, c'est mystérieux et on essaye d'y répondre, tout simplement, en fait. On essaye d'y répondre. Ouais, et puis c'est ça. Puis après, tu rentres dans les considérations de l'infini, donc C'est l'infiniment ça, petit, l'infiniment grand, l'infiniment rapide. Tout ça mène après encore à de nouvelles curiosités. c'est ça, Donc, c'est ouais, tu ça, tu c'est ça. découvres des découvres et puis ça s'arrête jamais et puis c'est ça qui est fascinant, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, ça, c'est incroyable là-dessus. Bah, écoute, je pense que tu auras beaucoup à écouter. Il y a eu le premier épisode de la saison 2 qu'on a réalisé avec Claude, qui est un ancien du CEA. Je suis sûr et certain que si tu l'écoutes, et cher auditeur, écoutez-le, parce que si vous ne l'avez pas écouté, c'est incroyable. Enfin, c'est une leçon d'histoire de la matière, et une leçon de compréhension de la matière que tu peux pas l'imaginer, quoi. C'est pas fou. Je t'inviterai à l'écouter. Je t'inviterai à l'écouter. Avec plaisir. Sébastien, on va entamer sur le plan, donc c'est là où je t'ai arrêté. Je t'ai dit, attends, attends, Sébastien, tu vas trop vite. On enchaîne sur le plan plutôt introduction de ce que tu fais, donc du coup de ton travail maintenant, de ce qui t'anime. Donc finalement, on comprend bien, tu nous as teasé, hein, on comprend bien qu'après le postdoc, après être associé de recherche, il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic. Et là, maintenant, je te laisse en parler. Ouais, bah, c'est ça. Donc, moi, au bout d'un moment, dans le laboratoire de recherche, là, je ne me cantonnais plus qu'à écrire des demandes de subvention. Et puis, écoute, en toute humilité, ça marchait bien. Donc, tu sais, puis encore une fois, j'ai été de l'autre côté du miroir. Donc maintenant,
je comprends lorsqu'il y a des demandes de subventions à écrire qu'il faut envoyer du rêve. Donc, tu envoies du rêve. Et puis, pour toutes sortes de raisons, OK, il y a le publish or perish, le financement, la science fondamentale. Bref, on va pas avoir le temps, je pense, Mike, mais il y a beaucoup de choses. Mais donc, je me retrouvais à faire que ça, que ça, que ça. Gestion donc financière, gestion des ressources humaines, parce qu'après, une fois que tu as l'argent, il faut recruter des gens. Et puis, donc, j'étais plus du tout à faire un suivi scientifique ou un suivi sur la formation des étudiants, enfin, de moins en moins. Donc là, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, c'est pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais vraiment transmettre du savoir, transmettre des compétences, partager tout ça. Mais donc, bon, bah là, je me suis dit, OK, maintenant, on passe aux choses sérieuses, on passe de l'autre côté du miroir. Et donc, maintenant, je travaille depuis 6 ans maintenant, je travaille dans une agence de financement qui s'appelle Prima Québec. Donc, c'est le pôle de recherche, innovation, matériaux avancés. Ça, c'est un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Donc, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des projets, oui, qui sont portés par des chercheurs d'institutions académiques, donc dans tout ce qui concerne les matériaux avancés. Et puis, il y a énormément de secteurs, hein. Ça va de l'aéronautique à l'énergie, à la santé, au IT, donc de télécommunications, information, construction. Bref, matériaux avancés, c'est partout. Mais on finance ce genre de projet-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument impliquer un industriel qui, lui, va pouvoir s'approprier ce qui est développé au sein des laboratoires académiques. Donc, ça va des universités au collège. Alors, au collège, ça doit être l'équivalent des IUT, ça existe encore, j'imagine, en France ou... Oui, tout Enfin, à fait. Les IUT, ouais. ouais, donc Institut des choses comme universitaire ça. technologique. Ouais, tout à fait. Donc, donc, nous, c'est ça qu'on fait. Donc, on fait levier sur l'argent industriel, c'est-à-dire que l'argent industriel, l'industriel va mettre dans le pot, disons, 1 $ ou 1 €. Et puis, nous, on va faire levier là-dessus. Donc, on va mettre 1 €, 2 €. Mais là, encore, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué. Ah, j'ai des Mais, questions, nous, t'inquiète pas, j'ai des questions. ouais, ouais, mais nous, on est là vraiment pour vraiment dérisquer en fait l'innovation. Donc, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui aimeraient justement rester au top pour notamment vis-à-vis de la concurrence, puis qui n'ont pas les moyens d'innover. Puis après, ils se rendent bien compte que la concurrence, elle innove. Donc, ils sont en retard. Bref, ils- nous, on dérisque en fait cette innovation par le financement octroyé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du gouvernement du Québec. Et puis nous, donc, on est cet organisme d'intermédiation qui gère un petit peu tout ça, les va-et-vient entre les demandes qu'on reçoit par les chercheurs, par les industriels, et puis après le financement par le ministère de C'est l'Économie. super intéressant, tu viens de mettre un mot, de dire un mot qui s'appelle dérisquer la recherche. Ah, moi, je trouve ça incroyable, en fait, ce mot. Pourquoi? Parce Ouais, que à chaque fois, moi, j'en parle, on est dans plusieurs épisodes du podcast de Romier Matériaux, on en a parlé de la notion de, tu sais, de faire de la R&D. Et que dire que la R&D, c'est un investissement. Il y a un investissement, normalement, on ne mise pas ce qu'on n'est pas en capacité de perdre dans un investissement. Et que finalement, la recherche, c'est un investissement pour pouvoir en fait ouais. se démarquer de ses concurrents et tout ça. Et là, tu m'as vendu du rêve parce que tu me dis dérisquer, finalement, tu dérisques un investissement, c'est assez fou quand même, dans le Ouais, concept. ouais, ouais, Surtout, après, c'est très anglo-saxon. Le Canada, c'est très anglo-saxon, tu vois. Donc, la notion de business, d'investissement, ça a un poids. ouais, alors cette structure-là, tu parles Canada, là, cette structure-là, donc Prima, là, et puis Matériaux Avancés notamment, c'est vraiment une structure assez unique. Donc au Canada, oui, après il y a des regroupements un petit peu dans les autres provinces canadiennes, mais comme secteur stratégique déterminé, Matériaux Avancés, et puis je pense même pas qu'en France il y ait cette thématique-là qui soit vraiment taguée dans les orientations stratégiques des gouvernements, peut-être, mais nous en fait Alors, ça fait... en France, si tu veux, alors là, ce qui me vient à l'esprit en France, ce sont les instituts de recherche technologique, les IRT. Alors, quoique les IRT n'ont pas de finance, enfin, ils sont financés normalement à 50% par le public, 50% par le privé. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Bon, j'ai fait ma thèse à l'IRT, mais bon, ça a dû changer, hein. Les IRT, ça remonte en 2017, quand j'ai soutenu. Mais il me semble quand même que pour chercher les projets, ils sont obligés de faire des appels à projets quand même. Que là, Ouais, ce que ouais. tu me dis que toi, vous êtes vraiment là pour fournir le financement. Ou du moins Ouais, pour c'est ça. accompagner le financement également. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, le financement, encore une fois, j'insiste vraiment, et puis c'est vraiment la recherche industrielle. Donc, il faut vraiment absolument qu'il y ait à chaque fois
une partie prenante qui soit privée. Donc, des petites, moyennes entreprises, grandes entreprises, start-up, euh, peu importe. Mais après, il y a d'autres organismes aussi qui sont plus pour financer la recherche fondamentale, qui est indispensable. Et puis ça, nous, on ne joue pas dans cette cour-là, mais il y a un organisme, ça s'appelle le Fonds de recherche du Québec, qui gère ça. Donc ça, c'est vraiment pour les recherches fondamentales. Et puis là, tu n'as pas de retour sur investissement immédiat, sur 5 ans, euh, avec des flux de trésorerie. Bref, c'est de la recherche pour générer de la science. Il y a pas d'appropriation, il n'y a pas de licences qui sont bah, peut-être dans certains cas, mais nous, on travaille vraiment juste sur la recherche qui mène à des innovations industrielles. D'accord, très bien. Du coup, je rebondis sur la notion de matériau avancé. Comment tu caractérises un matériau avancé? Comment tu te dis, celui-là, c'est un projet de matériau avancé? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Nous, on a quand même cogité longtemps pour arriver à une sorte de définition un peu inclusive. Donc, nous, ce qu'on appelle un matériau avancé, écoute, c'est tout matériau sur lequel tu vas réussir à améliorer les propriétés. Les propriétés, qu'elles soient physiques, chimiques, structurelles, mécaniques, peu importe, mais du moment que tu arrives à- à améliorer les propriétés, et puis ça encore, améliorer, c'est difficile à quantifier, mais que ce soit en termes de durabilité, en termes de performance, en termes de disponibilité sur la planète, je veux dire, ou en termes de circularité après, est-ce qu'on fait du polyéthylène, est-ce qu'on en fait du haute densité, petite densité, est-ce qu'on le met, on fait du multicouche pour les emballages donc il y a énormément de choses, mais nous, en fait, cette définition-là permet d'englober tout ça. Donc on améliore les propriétés des matériaux. Puis un exemple que j'aime à donner, c'est il y a 3 catégories que nous, on peut financer justement pour arriver à des matériaux avancés. Donc, c'est le matériau de base. Le matériau de base, prenons du graphite. Du graphite naturel, tu peux en trouver, ok, si tu creuses un peu, euh, notamment au Québec donc, et au Canada, tu trouves du graphite. Ok, donc si tu arrives justement à le, à le, à le découvrir, à le valoriser, à le processer de manière un peu moins énergivore, de manière un peu plus verte. Tout ça va entrer dans le matériau avancé en amont. Après, si tu intègres ce graphite-là dans un produit fini, semi-fini, tu peux par exemple l'exfolier. Donc, tu mets un scotch tape. Bon, bref, il y a des petites subtilités, mais hop, tu arrives à enlever juste une monocouche, puis là, tu formes un graphène, ça s'appelle. Euh, donc, ça a d'autres propriétés, encore une fois. Et puis, donc, ça, encore une fois, c'est un matériau avancé. Si tu intègres ce graphène dans un détecteur, ça va être aussi un produit fini, semi-fini, une caméra ou des détecteurs, peu importe. Et puis après, il y a tout aussi le volet instrumentation. Donc, le volet instrumentation, c'est tout qui va te permettre de produire, prototyper, caractériser les propriétés de ton matériau. Donc, on parle de microscope, on parle de laser, on parle de toutes sortes d'appareillages qui vont te permettre de comprendre en fait ton matériau et d'arriver justement à le définir comme matériau avancé. D'accord, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Bah, c'est normal que cette notion de matériaux avancés, elle est normale de pouvoir en fait, la définir pour savoir en fait comment vous allez sélectionner les types de financement, en fait, comment vous allez sélectionner vos projets. Et d'ailleurs, ça c'est une question qui me vient, c'est comment fonctionne en fait ce processus de financement. Moi, j'ai un projet. Alors, que je sois au Canada ou que je sois pas au Canada? Bonne question. Et je souhaite que vous le financez, en fait. Comment ça se passe? Comment je dois faire? C'est quoi la démarche? Bah écoute, le plus simple là, tu m'appelles, Mike. Tu m'appelles. Tu as mon cellulaire, tu as tout maintenant. Hein, tu as mon mobile, tu peux m'appeler mon courriel. Non, sans rigoler. Enfin, on rigole, mais c'est un peu ça la vérité. Non, nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on accompagne en fait. Donc, oui, on finance et puis ça, c'est vraiment le cœur de Prima. Mais après, il y a plein d'autres choses qu'on fait autour. Donc, on accompagne. Donc, c'est-à-dire que nous, après, on est vraiment au fait de tout l'écosystème au Québec de la recherche. Donc, on sait vraiment les expertises qui sont développées au sein des laboratoires, parce qu'en fait, à Prima, on est tous des geeks scientifiques. On tripe sur la science, on est tous fait des études en sciences, sciences des matériaux, en physique, en chimie. Bref, donc on connaît vraiment l'écosystème, ce qui se développe au sein des laboratoires, au sein des institutions. Et puis, grâce à ça, on peut après, nous, parce qu'on a un réseau d'industriels, il y a à peu près 200 membres industriels à Prima. Donc, on arrive à shipper cette expertise-là et identifier des parties prenantes, des industriels qui devraient
parler à Mike. Parce que là, ça serait bénéfique pour eux. Et puis, donc, c'est ça qu'on fait. Donc, on va vraiment dans les deux sens. On est bilatéraux. Il y a les expertises, il y a les besoins industriels. Donc, quelquefois, c'est les industriels qui viennent nous voir et puis qui nous disent, OK, là, on a vraiment un problème sur le procédé plasma. As-tu des idées? Et puis là, effectivement, il y a beaucoup de chercheurs qui sont experts dans le domaine des plasmas au Québec. Donc, ça, c'est le quotidien à Prima. Tout ce qu'on fait, nous, les conseillers innovation à Prima, c'est ça. Après, il y a tout aussi un volet infrastructure. Donc, on est aussi au fait de tous les équipements qui sont présents dans les institutions académiques et qui sont ouverts à des services externes. Donc, pareil, encore une fois, il y a des PME qui ont un problème sur une caractérisation, une contamination, notamment sur des huiles dans des moteurs d'avions pour l'aéronautique. Il y a une tâche, qu'est-ce que c'est? Comment tu le caractérises? Tu fais du Raman ou alors tu fais de l'XRF? Et puis, je suis désolé pour les acronymes, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a énormément de techniques qui vont pouvoir te donner la solution, laquelle est la mieux adaptée. Donc ça, pareil, nous, on les réfère parce qu'on comprend un petit peu les propriétés des matériaux et puis comment arriver à les caractériser. Et puis après, il y a effectivement tout un volet rayonnement. Donc, tout ce qu'on fait aussi, c'est que dès qu'on finance des projets, après, on aime diffuser les bons coups, quoi. Ouais, je Donc, comprends. ça, Bon, pour les c'est tout auditeurs, ça si qu'on vous fait n'êtes au pas quotidien. familiarisé, Mais juste la le spectroscopie message, Raman. Voilà, il y a ouais, c'est ça. la spectroscopie Raman, il y a après effectivement la spectroscopie, je crois, rayon X, c'est ce que tu disais, non? Ouais, les rayons Voilà, X, enfin, et il ainsi de y, a suite. il y a énormément de choses, spectro. Ouais, Ouais, ouais. mais le take-home message, le message à retenir, là, c'est si vous avez un projet, que ce soit au Québec, que ce soit à travers le monde, et que vous voulez collaborer avec des entités québécoises, euh, bah, il faut appeler Prima, tout Ouais, c'est la simplement. place to be, quoi. C'est la place to be. C'est ça, c'est ça. Parce que, Ok. et puis, et puis, encore une fois, juste pour faire un petit peu du pouce là-dessus, c'est qu'on a des ententes justement avec l'Europe, notamment, on a des ententes avec la Corée du Sud, on a des ententes avec la France, avec les instituts Carnot. Euh, bref, matériaux avancés, nous, Ouais, je connais bien. on est très inclusif. Institut Carnot, je connais bien parce que moi, j'ai fait ma thèse aussi RIMAT, qui fait partie de OK. Ah oui, l'Institut Carnot. Et qui fait de physique des polymères, je vous fais des coucous, plein de bisous les amis, qui fait des polymères. Plein de coucous. Mais s'ils nous écoutent, ben, au moins ils le sauront. Non, mais c'est super intéressant, c'est vrai que... ben, finalement, je reviens, je repédale et je reviens à ta question en disant est-ce qu'effectivement il y avait des structures en France qui font ça? Ben, en fait, maintenant, je me rends compte que non. Enfin, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si les IRT ont cette faculté-là. Parce que là, vraiment, en fait, vous êtes vraiment un tiers de confiance. C'est vraiment quelqu'un, des gens qui vous êtes un tiers de confiance, à la fois peut-être un incubateur d'entreprise. Vous êtes aussi incubateur d'entreprise? non, on fait pas ça. Vous Non, on faites fait pas pas ça. ça? Nous, en fait, ça pourrait être un équivalent ANR en France. Oui, voilà, oui, 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 tout à fait. Ça pourrait être un équivalent CIFRE. Je sais pas Oui, si ça je existe connais. encore, thèse CIFRE, Oui, tout à fait. où il te faut absolument un partenaire industriel qui va justement t'accommoder, qui va mettre un peu de nature, donc du temps de chercheur industriel pour t'accompagner. Ils vont même te recevoir au sein de la R&D interne à l'entreprise. Bref, nous, on fait vraiment ça. Donc, nous, on ne fait pas de recherche, hein. On ne fait que financer des organisations de recherche qui vont travailler sur un projet en commun avec des entreprises québécoises, canadiennes, internationales. Ouais, vous connectez et également, voilà, vous connectez les partenaires entre eux. C'est pour Ouais, ça que je parlais. Donc la notion, c'est vraiment la notion de tiers de confiance. Un peu, voilà, c'est une ouais, entreprise qui connecte les partenaires entre eux et que finalement, il est un peu garant parce que si on passe par vous, ouais, c'est que vous avez déjà fait le travail, comme quoi eux, ils sont sérieux, ils ont du matos, le matos était recensé et ainsi de suite, quoi. Il y a ouais, vraiment ce boulot-là. ouais. Après, tout le volet évaluation de la pertinence des projets, que ce soit pour les retombées scientifiques, que ce soit pour les retombées économiques, ça, écoute, ça, c'est des jurys vraiment indépendants. Nous, on ne veut pas se commettre là-dessus, même si quelquefois on a des commentaires qu'on aimerait placer, mais on s'abstient. Donc, on fait affaire, on recrute en fait des chercheurs qui vont pouvoir évaluer les demandes, qu'elles soient rédigées en français ou en anglais, parce que nous, c'est vraiment, il y a deux langues officielles au Canada. Donc, on reçoit toutes sortes de demandes en français et en anglais, et puis dans tous les domaines. Donc, matériaux avancés, là, écoute, on a des nouveaux appels sur les minéraux critiques et stratégiques, quelque Oh, chose qui est intéressant. très, très important aussi en Europe à Tout à l'heure fait. actuelle. Il y a des partenariats avec le Canada, il y en aura de plus en plus. Donc, après, il y a tout ce qui est réduction des gaz à effet de serre.
Donc, tous les matériaux qui vont être en amont des technologies propres, que ce soit des membranes, que ce soit pour capter du dioxyde de carbone, pour s'affranchir des produits chimiques éternels, PFAS, anglais, encore un acronyme, allons-y. Euh, tout ça, on a plein d'appels à projets qui sont thématiques. Après, c'est sûr qu'on a une ronde générale qui englobe tous les matériaux avancés, mais après, on a des appels en quantique, notamment technologie quantique, intelligence artificielle pour le design des matériaux, euh, matériaux critiques stratégiques. Après, des appels internationaux avec l'Europe, avec la France. Bref, Ouais, je comprends. Je n'hésitez pas. comprends. Ouais, ouais. Du coup, ah ben, je comprends. Ben, c'est un super message d'appel, effectivement, que tu proposes là, que tu dis, bah voilà, venez au Québec. Mais franchement, c'est l'objectif du podcast sur son Drôme Bien Matériaux. C'est l'objectif. Même en off, on en a discuté ensemble, Sébastien. C'est vraiment de connecter le monde francophone, le monde de la recherche autour d'une thématique qui est merveilleuse, celle des matériaux, qui est transdisciplinaire à foison, comme on peut le constater. Donc, c'est super intéressant de connecter tous ces acteurs. D'ailleurs, je rebondis. Là, tu m'as parlé de tout ce qui est des matériaux pour pouvoir capter le CO2. Moi, je t'invite, Sébastien, à regarder l'épisode 1 de la saison 1 de Drôme Bien Matériaux. J'ai parlé avec mes amis, notamment, qui travaillent sur les MOF. Ouais. Donc ça, c'est super intéressant d'y aller, de voir en fait ce qu'ils sont fait, ce qu'ils sont Mais arrivés à nous faire, c'est. en fait. C'est intéressant, quoi. Tu Ouais, ouais, vois? ouais, ouais. Metallic Organic Framework. Écoute, Ouais. il y a des recherches aussi au Québec, donc je vais les regarder attentivement et puis je vais même prendre la liberté de contacter l'intervenant parce Eh que ben, ça me c'est ferait plaisir mon plaisir, c'est mon plaisir. Et d'ailleurs, fais-le avec le Merci, ben, Discord. Et tu sais qu'il y a le groupe Discord, tu y vas. S'il sait que tu es sur Discord, il va venir sur Discord. ok, Et comme ça, vous échangez, parce que c'est l'objectif, ben oui. tu sais, connecter les savoirs et les recherches. Donc, effectivement, il y en a d'autres. J'avais un épisode, là, je pense à un épisode en tête. J'étais en train de parler d'un truc, je sais plus, c'était lequel. Notamment, bah, ça me viendra. Si ça me revient, je te dirai, ah, stop, Sébastien, ça me revient. Il y a un Ah ouais. truc. Euh, du coup, j'enchaîne sur une question. Une question qui me vient à l'esprit également. Quels sont les sujets phares en fait que vous financez à ce moment-là? En 2024, je veux déposer mon dossier, je veux être sûr de passer. C'est quoi le sujet phare matériaux? Euh, bonne question. Alors nous, il y a pas de priorisation sur les thématiques euh, phares. C'est sûr qu'après, il y a des orientations stratégiques. Et puis là, on va plus parler finance, donc le ministère des Finances qui, lui, a sûrement des thématiques phares en tête, qui sont rendues publiques notamment par des politiques industrielles ou d'autres choses. Mais nous, il y a un énorme engouement. Le Québec a créé sa filière batterie. Donc, la filière batterie du matériau critique stratégique qui se trouve dans le sol, québécois, canadien, ou alors avec un supply chain, on va dire, sans risque, ou avec pas beaucoup de risques, jusqu'à la batterie, donc jusqu'à faire l'anode, la cathode, l'électrolyte, le stacking, et puis livrer la batterie, euh, et jusqu'au recyclage. Donc, il y a des compagnies maintenant qui sont bien installées, on va dire, ouais, qui commencent vraiment déjà à recycler des batteries. Au Québec. Il y a des grosses entreprises aussi américaines qui s'installent au Québec pour justement faire ces batteries-là. Donc, il y a Northvolt qui vient d'arriver, General Motors, c'est là, POSCO, les Coréens. Euh, il y en a beaucoup. Euh, Pourquoi est-ce qu'il y a le Québec? Parce que c'est une porte d'entrée évidemment pour l'Amérique du Nord. Et puis, il y a aussi la disponibilité des matériaux critiques stratégiques qui sont présents. Et puis, il y a toute l'expertise académique qui est aussi également présente avec de la main-d'œuvre qualifiée, avec des centres de recherche de qualité. Et puis, il faut quand même le mentionner, c'est pas le moindre, c'est que toute l'énergie dont on a besoin pour générer ces matériaux, que ce soit pour de la pyrométallurgie, pour que ce soit de la solvo, pour l'hydro, tout ça, c'est très énergivore. Mais nous, l'énergie, en fait, elle est issue de l'hydroélectricité. Donc, il y a énormément de barrages. Donc, c'est de l'énergie verte euh, qui, qui en fait, après, sur ton matériau fini ou ton produit fini, ta batterie notamment, ou tes matériaux de cathode, va pouvoir te donner une sorte de label vert parce que, évidemment, tu as utilisé de l'énergie verte pour créer un matériau qui, lui, va stocker l'énergie.
tout ça fait en sorte que le domaine du stockage de l'énergie, c'est quelque chose très, très, très fort en ce moment au Québec. Il y a un volet aussi à moindre échelle sur l'hydrogène et les biocarburants. J'allais te poser la Euh, question. J'allais te poser cette question-là parce que j'avais vu récemment, il y a quoi, oui, récemment, j'avais vu un reportage de Radio-Canada sur l'hydrogène. ouais, Et ouais, toute la notion d'hydrogène vert, d'hydrogène gris et d'hydrogène bleu, si je dis pas de bêtises. ouais, ouais. Et effectivement, je trouvais ça intéressant qu'il y avait vraiment une politique sur l'hydrogène, mais que cette politique sur l'hydrogène, bon, d'après Radio-Canada, il disait qu'effectivement, ça faisait longtemps qu'on parlait d'hydrogène au Canada, enfin notamment au Québec, et que finalement, bon, ça a traîné, quoi. Tout ça, ça a traîné, ça a traîné, ça a traîné, et je sais pas, qu'est-ce Mais, que tu mais, en penses mais juste là-dessus, ouais. une courte parenthèse, Mike. Ouais, Euh, il y a des stratégies nationales, ok? Donc, et puis la stratégie nationale, je dis Canada, sur l'hydrogène. Mais après, il faut comprendre que le Canada, là, c'est un continent, ok? Donc, ça part de Colombie-Britannique, du côté Pacifique, jusqu'au maritime, Québec, etc. Mais il y a différents enjeux, ok? Donc, l'hydrogène gris ou noir même, donc ça, c'est vraiment issu du gaz naturel, issu du vapocraquage, etc. Mais il y a des provinces qui, notamment en Alberta, qui exploitent énormément de pétrole brut, de bitumineux. Et puis eux, là, l'une des seules options, ou l'option qui est envisagée, c'est vraiment de capter le CO2 qui est émis ouais. L'hydrogène bleu, lors de l'exploitation. c'est l'hydrogène bleu. Quand tu captes le CO2 que tu L'hydrogène bleu. Là, évites. non. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu captes le CO2 émis et puis après, tu essayes de ne pas le réémettre dans l'atmosphère. Nous, au Québec, c'est une stratégie un peu différente. C'est juste l'hydrogène vert. Ouais, je Et comprends. encore une fois, parce que pour pouvoir faire notamment de l'électrolyse de l'eau, donc faire passer un courant dans de l'eau et casser H2O en H2O2, ça prend de l'énergie verte. Et puis nous, au Québec, c'est beaucoup, beaucoup d'hydroélectricité. Ouais. Il y a de l'éolien qui arrive. Le solaire, il commence à en installer de plus en plus aussi. Donc, nous, on se cantonne qu'à l'hydrogène vert. Bon, c'est super bien. Mais Mais c'était tu comprends un peu intéressant, la ta problématique du remarque. Canada. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends très bien que c'est un État-continent. Enfin, Ouais, oui, c'est un État-continent, on va dire ça comme ça, le Canada. ouais, Donc, effectivement, que c'est intéressant et qu'effectivement, chaque problématique et au niveau de chaque niveau de disponibilité d'une ressource au point de vue du continent, c'est normal qu'il y a des différences de stratégie et également d'approche. Non, mais c'est sûr que là-dessus, c'est incroyable en fait, toute cette notion-là de travailler avec différents types de matériaux, de ouais, pouvoir en fait financer, d'avoir cette liberté de voir finalement les sujets qui arrivent et de se dire, bah voilà, on voit que peut-être qu'il y a parce qu'on peut venir, on peut venir aussi vous voir et vous dire, ben, la tendance là des sujets à financer, c'est celle-ci. Et finalement, vous n'avez pas une notion un peu d'oracle, d'être un peu comme des oracles au sens, vous voyez quand il y a un changement de politique, un changement de tournure autour des projets qui financent, et là, ça peut faire quelque chose qui pivote et vous dit, ah, là, il y a quelque chose qui se prépare. Vous n'avez pas cette ouais. notion-là aussi? Ouais, ouais, si, si, bah si, on est un petit peu au centre, à l'épicentre du triangle, donc entre le gouvernement, l'industrie, les chercheurs. Donc ouais, c'est sûr que quelquefois il y a ça vient d'en haut et puis là, évidemment, on diffuse vraiment l'appel thématique, notamment, écoute, il y a une énorme thématique aussi au Québec qui est les technologies quantiques. Donc là, je pense que il y a déjà 3 ordinateurs quantiques, en 4 même, qui doivent fonctionner au Québec. Puis, faut remettre en perspective, OK? On est 9 millions au Québec. Puis donc, tu as quand même 4 ordinateurs quantiques qui roulent. Il y a des pôles d'excellence, donc c'est regroupé sous Québec Quantique. Il y a une zone d'innovation pour justement ces technologies quantiques. Et puis encore une fois, la vision, c'est que oui, technologie quantique, tu vas avoir besoin de matériaux, de supraconducteurs, mais tu vas avoir aussi besoin de technologies habilitantes. Donc tu vas avoir besoin de microélectronique ou de photonique, d'optoélectronique. Donc tout ça, il y a aussi une autre zone d'innovation qui s'attelle à ça, donc en microélectronique. Tout ça aussi va être relié à la zone vallée de la transition énergétique. Donc, encore une fois, tout ça met en sorte que, comme tu dis, on est des oracles, mais on est aussi quand même des suiveurs. C'est-à-dire qu'il y a quand même le gouvernement crée des zones d'innovation, et puis évidemment, ça, après, nous, on va financer ou aider du moins à financer des projets issus de ces zones d'innovation-là, quoi.
Ouais, je comprends, je comprends. Et en termes, de financement d'un projet, est-ce que, c'était une question que j'ai réfléchissais, là-dessus. Je me suis dit, je me suis posé cette question. Si, vous avez un financement, un super projet qui arrive, OK, hop, à financer, le projet il tient sur les rails et tout. Mais est-ce que vous avez pas des clauses, c'est-à-dire des façons qui est si c'est pas prévu dans le projet, si vous on prévoit pas cet axe-là dans le projet, bah, finalement c'est définitif quoi, on le finance pas. Type, par exemple, prévoir une fin de vie des matériaux. C'est-à-dire, bah, si la personne dépose un projet et ne prévoit pas sa fin de vie de matériaux, est-ce que c'est quelque chose qui est restrictif, disant: «Bah, non, là, il y a pas de fin de vie, hop, on finance pas» ou finalement on va lui donner du temps pour créer sa fin de vie? Bah, tu sais, ça reste quand même avec des projets de recherche. Je Donc, je 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 comprends bien, je comprends bien. Je comprends que la notion de projet de recherche fait qu'on n'inclut pas la fin de vie, mais comme on est enfin, ou du moins elle va arriver plus tard, mais comme on est regroupé, connecté à un industriel, c'est pour ça que ouais. je me suis permis de la question, tu vois? Oh non, tout à fait, non, non, mais j'ai pas d'enjeu à y répondre. Non, écoute, nous, alors quand c'est soumis, quand c'est évalué, quand c'est recommandé pour financement, quand c'est alors, rubber stampé, quand c'est validé par le gouvernement, le ministère, nous après, ce qu'on demande, et encore une fois, c'est un petit peu un expert industriel, mais c'est un Gantt chart. Donc ça, c'est vraiment un échéancier sur toutes les tâches que tu vas réaliser, les ressources humaines impliquées, les livrables que tu vas obtenir, et puis c'est des projets de jusqu'à 3 ans. Euh, Rares sont les projets qui arrivent à respecter exactement chaque objectif, chaque sous-objectif. Et puis, moi, c'est un gage de qualité dans le sens où c'est de la recherche. Donc, si jamais tu arrives 3 ans à l'avance à déterminer ce que tu vas faire le 35e et le 36e mois, c'est que c'était devi- c'était deviné. Enfin, je veux dire, c'était. Tu un devin, quoi, tu un devin. Non, mais je comprends très bien. Ouais, Je comprends très bien ce que donc, tu dis. non, 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 nous, ce qu'on veut, c'est voir vraiment l'évolution, comment ça fonctionne. Puis nous, ce qu'on fait, on a des suivis de projet. Ok, donc oui, c'est sûr qu'on a des suivis avec le chercheur, avec l'équipe de chercheurs, avec tous les problèmes adjacents avec la recherche au sein des institutions académiques, notamment le recrutement d'étudiants. Donc ça peut un petit peu décaler certaines tâches. Et puis après, nous, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on veut avoir le retour par les industriels. Parce que quelquefois, tu reçois des beaux rapports d'avancement avec des beaux graphiques qui sont prêts à être diffusés dans des gros journaux à haut impact. Et puis après, tu parles avec l'industriel et puis lui, il dit, bah non, mais là, c'était vraiment pas ce qu'on cherchait. Ça a complètement dévié. Donc là, nous, on essaye quand même de ramener un petit peu les objectifs communs d'un projet collaboratif. Donc, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut, Je oui, que ça comprends. permette justement de financer des étudiants, des personnels hautement qualifiés, donc des associés de recherche, des assistants de recherche, des techniciens de laboratoire, permettre de les envoyer notamment en conférence, de publier, tu sais, ça a un coût. Donc tout ça c'est le combo dans le financement Prima. Mais après, il faut quand même que l'industriel aussi il retrouve un petit peu bah, un retour sur investissement ou du moins quelques améliorations sur un produit ou sur un procédé, quoi. Mmh, je comprends. Je comprends. Non, mais là, je vois vraiment l'intérêt, en fait, la pertinence d'une structure, Mais c'est finalement. souple, c'est Ouais, souple. c'est être garant, vraiment, c'est être garant de en fait, c'est vraiment être garant de la recherche. C'est là où je commence à percuter. Vous êtes vraiment garant de la recherche, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bonne idéologie. C'est-à-dire que vous accompagnez vraiment pour que exactement, pour reprendre le mot que tu as dit, c'est finalement de faire de la recherche sans pas sans contrepartie, mais sans risque. Voilà, c'était ça le mot. La recherche sans Ouais. risque. Et c'est vrai qu'il faut donner cette liberté. Et c'est exactement pour reprendre le podcast que j'ai eu avec Claude, donc l'épisode 14 de Dromien Matériaux, où on parlait vraiment que, à l'époque, il me disait que c'était, tu sais, faire de la recherche. La recherche, c'était quelque chose de désintéressé à la base. Il disait que c'était vraiment quelque chose de Mm. désintéressé et que faire de la recherche sous contrat, comme il disait l'expression, sous contrat de résultat. C'était ça l'expression là, contrat de résultat. Ça veut dire que ça donnait déjà on imposait quelque chose. Et je vois que ce mécanisme, c'est de plus en plus développé, des recherches sous contrat de résultat ou sous. Mais là, Ouais. si vous êtes là finalement comme un garde-fou, dire ok, il y a des contrats de résultat, mais quand même, nous on est là pour dire que il faut qu'il y ait du résultat, mais
mais on comprend qu'il n'y en a pas et que pas de résultat, c'est un résultat. Tu vois, je comprends que c'est bien d'avoir des organismes comme ça qui est capable de faire de bien pondérer les choses, tu vois, et de remettre bien la place de chaque entité à. J'allais Ouais, sortir, tu sais, l'expression de chaque mouton dans son établi, quoi. Donc, en fait, de ouais. bien savoir, tu vois, bien savoir qui fait quoi et. Non, non, mais c'est super, super intéressant. Donc, ça veut dire que je peux venir avec un projet et que j'ai pas prévu la fin de vie de mon matériau. C'est cool, tu me le finances. Bah, après, Mike, il Ah, faut que tu sois bon super! quand même pour convaincre un industriel de mettre des billes là-dedans. Donc, Donc, il faut une fin de vie, quoi. parce que, encore une fois, juste, et puis je ne veux pas rentrer dans les détails, mais nous, encore une fois, c'est du levier sur de l'argent industriel. Donc, c'est-à-dire qu'il faut il faut que l'industriel mette de l'argent. Si au bout d'un certain temps, puis c'est très rare ces projets-là, mais ça arrive, euh, l'industriel se retire. Nous, on ne peut plus continuer à financer le financement parce qu'il faut de l'argent industriel pour que nous, on top cet argent-là. Donc, non, en général, ça se passe très très bien. Et puis, c'est pas vrai que ce sont des pelleteurs de nuages, les professeurs d'université. Il y en a des très bons pour collaborer et puis travailler avec l'industrie. Après, encore une fois, je fais bien la distinction. C'est de la recherche orientée. Oui, C'est tout de à la fait. recherche à intérêt économique, industriel. Donc, il y a d'autres organismes au Québec qui font de la recherche, qui financent de la recherche désintéressée, de la recherche pour la science. Et donc, il y a quand même un savoureux équilibre au Québec. Nous, on se contente vraiment juste à la recherche industrielle. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, je rebondis là-dessus parce que il faut, en fait, il faut un bon niveau entre la recherche des intéressés qui permet de créer l'innovation, finalement, d'une forme ou de générer les nouvelles idées. Un TRL, tu sais, un niveau de maturité qui va être un 2 gros max, mais pour générer les idées et après vraiment avoir ce levier beaucoup plus de recherche industrielle qui là on va concrétiser, on va chercher à concrétiser l'idée pour qu'elle puisse finalement servir le plus grand nombre. Ouais, ouais. Donc, effectivement. J'ai une question, du coup, je viens au niveau, on revient au niveau du financement. Donc là, toi, tu as dit que vous êtes des leviers, donc ça veut dire qu'il faut que l'industriel mette des billes pour que vous puissiez mettre l'équivalent et l'accompagner. Comment ça se, comment ça se construit ces financements et surtout, euh, à quel chiffre? Est-ce que tu peux nous parler de chiffres? Ouais, bah ouais, tout Ah est ouais, c'est public. cool, Nous, moi j'aimerais on bien est une savoir les chiffres. organisation à but non lucratif. Donc, tout ce qu'on fait est public. Euh, Alors, dis-nous tout. Ok. Donc, comment ça se fait? Donc, écoute, un chercheur va avoir une idée, va avoir déjà ses contacts, ou n'a pas ses contacts, nous, on lui en trouve. Ils s'acoquinent, ils s'assoient ensemble, ils ont une entente de partenariat, et puis là, ils déposent un projet à prima. Disons que l'entreprise va mettre 10 dollars. Elle met 10 euros. Elle va mettre 10 euros, et puis elle va postuler à prima. Donc, elle va demander 20 euros à prima. Et puis, vu qu'on est un État, le Canada est un État fédéral, donc nous, on est le niveau gouvernemental provincial, donc Québec. Donc le gouvernement du Québec, c'est Prima. Prima peut faire levier là-dessus, donc on va donner 20 dollars. Mais le prof, vu qu'il est très bon, et puis il va postuler exactement au même financement. Et puis ça, c'est vraiment fait pour ça. Donc tu as un niveau provincial qui va te donner 20 dollars, et puis tu as un niveau fédéral qui va te donner un 20 autres dollars. Donc, tu vois, avec tes 10 dollars d'industriel, tu vas avoir un projet de 50 dollars. Puis ces 50 dollars-là, ils vont au professeur en charge de gérer le projet. Donc, avec ces 50 dollars, lui, il va pouvoir engager des doctorants, des maîtrises, des sous-gradués, des techniciens. Il va pouvoir payer ses techniciens. Il va pouvoir acheter de l'équipement. Il va pouvoir acheter ses consommables. Il va pouvoir envoyer ses gens en conférence, générer de la propriété intellectuelle. C'est s'ils veulent faire un brevet, des licences, des frais de plateforme. Donc, s'il veut utiliser des choses dans des équipements fancy dont il ne dispose pas dans son labo, ça va être aussi éligible. Donc, tu sais, c'est vraiment des risqués parce que pour 10 dollars, l'industriel, il a accès à un professeur de renom qui est une tuerie dans le domaine, avec une équipe de recherche, avec des laboratoires high-tech, euh, avec un écosystème tout autour. Donc, le chercheur, lui, il connaît quelqu'un qui a. Donc, pour 10 dollars, tu as vraiment un projet vraiment structurant. Et puis, ça a des risques. Donc, on a quand même des TRL. Tu sais, tu mentionnais TRL. On a quand même des TRL très bas, notamment dans tout ce qui est, je veux dire, des lasers très rapides, notamment la femtoseconde, l'attoseconde. Donc, tu sais, ça, tu peux détecter. Là, je pense qu'ils commencent à voir les électrons
Ils commencent à les voir. Tu sais, c'est tellement rapide leur truc. Euh, donc ça, c'est quand même des TRL assez bas. Mais il y a des entreprises qui veulent se positionner là-dessus parce qu'ils veulent savoir où est-ce que ça s'en va. Donc pareil, il y a des caméras. Grâce à ça, il y a des caméras ultra rapides. Donc tu peux. Enfin, il y a plein de choses. Donc il y a Ouais, quand je même des TRL comprends. très très bas. Je comprends, je comprends. Et un chiffre, tu peux nous dire la plus grosse chose que tu as Ah financée oui, en termes de ah oui. chiffres? Le chiffre. Donc nous, on peut financer des projets sur 3 ans maximum. Et puis on peut donner 1,5 million de dollars canadiens euh, sur ces 3 ans-là. Donc ça représente 40%. Donc ça fait à peu près des projets de 4 millions. Enfin, ça fait des beaux projets. Ouais, Tu tu peux te m'étonnes. construire une belle équipe de recherche. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair, j'aurais dû faire de la recherche au Canada. Je serais Ouais, parti. ouais, ouais. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être on va déplacer. Il faut que je déplace Drôme Matériaux au Canada, tu vois. Ben ouais. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi Garde ça en pas? tête. Et pourquoi pas? Bah écoute, en tout cas, c'est incroyable tout ce que tu nous as raconté, notamment sur le financement et la mécanique, y avoir et que Prima soit finalement un accompagnant, quelqu'un qui t'aide à créer à créer du savoir, du savoir-faire, de la recherche et t'accompagner, avoir des éléments, on va dire de la recherche sans risque, comme tu viens de le dire. Donc c'est vraiment intéressant toute cette démarche et je pense qu'on pourra en parler des heures là-dessus. Effectivement, ben, ça fera peut-être l'office d'un autre épisode, on ne sait jamais, sur une autre thématique au-delà de ça. Alors j'aimerais entamer un autre point avec toi notamment et un peu pour clôturer tout cet échange là-dessus sur ta thématique, ton projet, finalement le projet que tu mènes. Et c'est un pan, alors je vais te demander de faire un peu, en fait, c'est un peu comme deux casquettes. C'est un peu le pan rétrospection, c'est-à-dire en gros critique de mon domaine. Et j'allais te poser la question, toi en tant que acteur de Prima, comment tu vois ton métier? Est-ce que tu le trouves essentiel? Est-ce que tu le trouves finalement pas tant que ça? En tant qu'acteur finalement? Et après, je vais te poser la même question en tant que lambda, personne lambda, comment tu vois aussi ce secteur devant tes yeux? Ah, c'est une question difficile, Ouais, bah écoute, hein. L'épistémologie, ça fait non, mal. non, écoute, alors, sur acteur en tant que prima, écoute, et puis c'est encore une fois en toute humilité, je veux dire, mais Prima est quand même rayonne au Québec dans le sens où il y a, alors je sais plus, je pense qu'il y a 180 projets qui ont été financés, euh, des montants énormes, il y a 200 entreprises qui sont impliquées. Et puis après, donc il y a ce financement-là qui est essentiel. Il y a le maillage, donc c'est vraiment pas d'humain à humain. Donc parler avec des chercheurs, savoir ce qu'ils font, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, pourquoi ils ne veulent pas aller là, etc. Donc ça nous permet aussi quand même de pouvoir un petit peu les aider. Mais, euh, mais après, c'est le maillage reste essentiel. Donc, s'il n'y avait pas cette structure Prima, je ne pense pas qu'il y ait autant d'innovation, parce que pour moi, innovation, ça rime avec risque. Puis je suis pas poète, hein, tu sais, bon, c'est pas une belle rime, là, mais innover, c'est risqué. Je veux dire, si tu tentes. Sinon, enfin, je veux dire, t'es pas sûr. Tout à Donc, fait. C'est nous, fédérer ce qu'on, également. C'est ce que vous faites. ouais, C'est ouais, ouais. fédérer aussi, fédérer des personnes, fédérer des entités. Exactement. Exactement. Et puis donc, c'est ça, faire le lien justement entre ces développements au sein des entreprises pour qu'ils puissent rester concurrentiels, pour qu'ils puissent mettre du pain sur la table en rentrant le soir à leur famille. Euh, Ça passe par l'expertise et puis la recherche. Donc, nous, on est le maillon essentiel entre ces deux sphères-là. Et puis, il y a des très belles histoires qui sont référencées, j'imagine, sur le site de Prima. Donc, il y a quand même des belles histoires qui n'auraient pas eu lieu sans un acteur comme Prima. Puis, je me mets dans cette poche-là, Prima. Ouais, je comprends. Puis, il y en a d'autres, hein. Là, je parle uniquement de Prima, mais après, il y a Ouais, d'autres secteurs stratégiques au Québec, hein. Il y a l'aéronautique, il y a l'aluminium, il y a l'énergie électrique, la ouais, tout à fait. transformation métallique, les medtech, la découverte du médicament. Il y en a 9 au total. Donc, tous ces petits organismes d'intermédiation là permettent justement euh, d'améliorer en fait, on va dire la société Mm. au sens large du terme. Donc j'inclus que du côté humain,
tu sens que c'est vraiment Bah, quelque moi, chose c'est qui ça est qui essentiel, m'intéresse, je veux dire, effectivement. Ouais, on ouais, fait ça ouais, pour les humains. Au bout d'un ouais, moment, ouais, ouais. si c'est pas bénéfique pour les humains, que ce soit pour que eux apprendre à apprendre, pour qu'il y ait des nouveaux développements, qu'on arrive un petit peu à diminuer ces émissions de carbone, à protéger la biodiversité. Au bout d'un moment, on fait ça pour quoi? On fait ça pour ça. Donc, les Exactement. matériaux avancés, c'est ça qui est beau, c'est que ça va dans toutes les directions et puis ça peut aider beaucoup de domaines au niveau planétaire, là. Donc, bon, nous, on reste à l'échelle un petit peu Québec quand même, hein. Non, mais On va pas s'envoyer des c'était fleurs, volontairement une mais question pour se poser cette question-là. Voilà. Pourquoi on fait ça? ouais, Est-ce que ouais, je ça veux a du dire, on sens? fait Et ça pour pourquoi les on le humains. fait? Et c'est Ouais, ouais, important de se la poser, je pense, cette question, parce que des fois, on fait des choses et on ne sait pas pourquoi on les fait. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Et si vraiment Et tu es puis là, tu vois, motivé, ouais, il y a des nouveaux appels à projets sur l'économie circulaire, tu sais, donc au bout d'un moment, ouais, ouais, très présent en France également. le minage urbain, j'imagine, urban mining, je sais pas comment vous traduisez ça en français, mais Mhm. tu sais, au bout d'un moment, quand tu changes ton cellulaire tous les ans, bah vas-y, il y a de l'or dedans, vas-y, C'est va ça, pas exactement. creuser à Mais 1800 oui, kilomètres de bien Montréal sûr, pour trouver bien sûr. 4 ppb d'or, alors que t'en as en ppm en ville, quoi. Ouais, Donc, c'est clair, c'est clair. tout ça, moi, ça me porte, ça me fascine encore de pouvoir justement être un petit élément là-dessus qui aide ou qui catalyse, on va dire, donc qui améliore la vitesse de réaction entre les acteurs. Du coup, ça, c'est super intéressant, là, ton point de Ouais. vue, ce que tu viens de me dire et tout ça. Et on arrive finalement presque à la fin de cet épisode. Comme quoi, incroyable, hein? On est presque à 1 heure. Presque à 1 heure. Et c'est ça, on pourrait jaser pendant une journée complète, une semaine C'est ça, complète, Mike. c'est ça, c'est ça. Ben, ensemble, on peut tout faire, ça c'est sûr. Je vais te poser une question, Sébastien, pour vraiment qu'on commence à clôturer tout ça. Euh, Si tu dois faire une rétrospective de ta carrière, de ce que tu as fait, et notamment également des perspectives que tu voudrais mener, lesquelles seraient-elles? Bah, c'est sûr que rétrospectivement, moi, c'était quand même un petit peu un cheminement qui s'est bâti au fur et à mesure, c'est certain, mais ça va quand même dans la direction que je voulais que ça prenne. C'est-à-dire que je voulais apprendre. Après, je voulais apprendre à apprendre, donc le doctorat. Après, je voulais transmettre des connaissances, transmettre des compétences. Donc ça, c'était plus associé de recherche. Et puis après, c'était vraiment comment est-ce que tu fais pour aider la recherche à avancer et puis que ça aille plus loin, plus vite, tous ensemble. Donc là, nous, maintenant, c'est vraiment là, je suis rendu là. Après, c'est sûr que et puis tu m'as posé la question précédemment, mais si on pouvait avoir si je pouvais avoir un impact sur les orientations à donner sur la recherche, bah moi, ça m'intéresserait, dans le sens où il y a des choses que je pense qu'il ne faudrait pas trop appuyer dessus. Puis là, je vais prendre une petite gêne pour ne pas les nommer. Et puis il y en a d'autres que je pense il faut accélérer. Donc là, ce serait plus d'un point de vue déterminer les orientations politiques, stratégiques, financières qui vont arriver à Prima et qui vont après aider les chercheurs. Donc Ouais, je sais, comprends. Je comprends très bien. tu t'orientes un petit peu sur ce qu'on a mentionné, tu sais, tout ce qui est biodiversité, tout ce qui est les aspects sociétaux, les aspects émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il faut miner pour miner ou est-ce qu'il faut essayer de changer les comportements? Euh, il y a Ouais. plein de choses comme ça où, tu vois, je me verrais bien aller dans cette direction-là. Donc ça, On c'est se plus en rend, perspective. ouais, on se rend compte que finalement, la recherche, c'est aussi beaucoup de socio-économique, hein. C'est vraiment ça, en Oh, ouais. fait. On se rend compte qu'il y a la part de socio-économique en recherche. On devrait même former tous nos chercheurs à ça, en fait, à comprendre le socio-économique. Peut-être qu'on répondrait mieux au, au projet, en fait, à notre société. Parce que l'humain, il est fort pour créer un besoin qu'il n'en a pas besoin, et qu'à un moment donné, il faut créer des solutions pour ce besoin qui a été créé, parce qu'à la base, on n'en a pas besoin, mais il fallait créer une solution, Ouais, ouais. et que finalement, il vaudrait mieux tout couper et repartir de zéro sur certaines choses. Donc, c'est clair. Et du coup, je te pose l'avant-dernière question. Si tu as un conseil, quel conseil tu donnerais aux générations suivantes? Ou qu'est-ce que tu conseillerais à toi, le toi du passé, si tu te devais te reconseiller? Tu arrives, tu prends une machine temporelle, tu arrives, tu te reviens, salut, salut Sébastien, c'est moi, mais moi en plus vieux, alors qu'est-ce que je t'aurais dit? Tu vois? Est-ce que tu aurais fait le même parcours, tu aurais fait différemment? Comment tu conseillerais ça aux jeunes générations? Ou même aux chercheurs de notre âge? Bah, alors, ce que je me conseillerais, c'est vraiment de croire en soi.
de croire en l'homme, de croire en l'humanité, de croire en l'avenir. Euh, alors moi, je suis assez vieux, ok, mais il y avait déjà des choses, des chocs mondiaux à l'époque. C'était assez lugubre. Mais bon, comme tu es jeune, bah, bon, ça te passe un petit peu par-dessus. Mais croire en la bonté, croire en ses compétences, croire en ses valeurs. Donc, vraiment se faire confiance. Puis si tu arrives à faire ça, puis encore une fois, quand tu es jeune, tu es en train de te bâtir. Donc c'est facile à dire 20 ans plus tard. Mais avec ça, si j'avais plus eu cette foi-là, et puis bon, on dérive un peu, mais ça n'a rien de religieux, hein. Mais cette confiance en soi, confiance en l'avenir, là, après, tu peux vraiment euh, taper à des portes. Tu ouvres des portes. Tu casses des portes. Et puis, à l'époque, moi, bon, je ne l'ai pas fait comme je l'aurais fait maintenant. Mais évidemment, encore une fois, si on pouvait remonter dans le temps, voilà, c'est ça serait formidable. Donc, c'est ça, c'est croire en soi, ouais, c'est extrêmement important. Ouais, je comprends. Ouais, c'est clair. C'est un super message. C'est vrai qu'effectivement, combien de fois je me suis vu moi aussi à me dire j'aurais dû enfoncer la porte direct comme Ouais, ça. Ou j'aurais dû des ouais, fois ouais. peut-être me taire un peu sur ce sujet et après enfoncer derrière la porte comme ça. Donc tu vois, effectivement, ouais, c'est clair. C'est clair. On arrive, ça y est, à la fin de cet entretien et on arrive à la fameuse question signature de ce podcast. Et je vais te la poser, Sébastien. Donc, Sébastien, si tu serais un matériau, ou si tu étais un matériau, lequel Ah oui. serais-tu et comment tu te définirais? Bah, écoute, puis là, je vais peut-être pas être très original, hein, mais ça fait partie de mon histoire. Je veux dire, moi, j'ai beaucoup travaillé, et puis je l'ai mentionné plus tôt dans le podcast, mais j'ai beaucoup travaillé avec des surfaces parfaites. Donc, et puis, on sait bien que la nature a horreur de la perfection, mais des surfaces sans défaut, justement pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis là, je me suis rendu compte, et puis je vais inviter les gens, ça doit toujours se trouver sur Internet ou sur le cloud ou à quelque part, mais ça n'existe pas. Donc, des matériaux, et puis là, on pourrait même parler de l'intérieur d'un matériau, puis sa surface, donc son interface avec l'environnement. Et puis là, juste, et puis je vais être assez rapide, Mike, je vais essayer d'être intelligible aussi, mais quand tu as une surface, évidemment, quand tu es à l'intérieur d'un matériau, et puis il faut comprendre comment ça s'agence un matériau, donc c'est des atomes qui sont collés les uns aux autres, comme ça, avec des liaisons, alors ça peut être métallique, covalente, ionique, mais ils sont attachés les uns aux autres, et puis il y a des arrangements quand même assez cristallins, donc assez reproductibles et assez séquentiels. Mais donc, ça veut dire que chaque atome est relié, disons, dans un cube, au centre d'un cube, il est relié aux 8 sommets. Donc, il y a 8 liaisons qui permettent de stabiliser cet atome. Et chaque atome, si tu le reprends là, si disons qu'il n'y a pas de limite, c'est tout le temps les mêmes nombres de liaisons. Là, tu es à l'intérieur du matériau. Mais si tu es à une surface, tu viens de perdre une symétrie. Donc là, l'atome, le même atome d'or, disons, parlons de l'or. On adore l'or. Euh, euh, L'or, lui, maintenant, il n'a plus autant de connexions avec le nombre d'atomes au sein. Donc, sa réactivité, même si c'est de l'or, hein, c'est le même atome d'or, le même nombre de protons, de neutrons, d'électrons, il n'a plus la même réactivité, donc le même comportement. Puis là, je vais beaucoup faire de liens avec les gens, parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de liens à faire. Mais donc, tu es beaucoup moins stabilisé. Donc, si tu es moins stabilisé, ça veut dire que tu as une énergie latente qui peut être utilisée dans des réactions. Donc, moi, si j'étais un matériau, et puis ce serait pas un matériau, ce serait plus une catégorie, ce serait un défaut. Parce que c'est ces défauts-là, donc une surface, pareil, c'est jamais plat. Donc, tu as des sortes de steps, tu as des coins, tu as des edges. Puis encore une fois, je suis désolé pour les anglicismes, mais tu as toujours des choses comme ça. Puis ces atomes-là, ils sont super réactifs, c'est eux qui vont permettre à une réaction d'être initiée ou même uniquement de se passer sur ces sites actifs de surface. Donc, j'invite les gens à aller voir, ça s'appelle Step Fluctuation of Copper, donc des fluctuations de marche d'escalier comme ça sur du cuivre. C'est suivi par STM, okay? Scanning Tuning Microscopy. Et puis, tu vois une surface de cuivre plate, mais il y a une marche. Et puis là, tu vois les atomes
Donc ça, c'est des Oswald. Bref, je vais pas faire du name dropping, mais il y a plein de phénomènes physiques qui se passent parce qu'ils sont toujours en mouvement. Donc encore une fois, tu regardes une surface, tu as l'impression qu'elle est figée, mais non, ils sont en mouvement. Donc ils bougent. Il y a une dynamique de surface. Donc moi, si j'étais un matériau, je serais un défaut de matériau. Je serais pas un matériau en tant que tel. J'aurais du mal à me définir comme un seul et unique matériau, mais comme une caractéristique de matériau, je serais un défaut. Ça marche, je comprends. Je comprends. Non, mais tu as totalement raison de te décrire comme ça, effectivement, la notion de se dire définir par la matière. Et c'est une superbe question, cette notion de se définir par la matière. Tu as vu comment on est capable? Ouais, On est capable ouais. d'avoir ces... Finalement, tous les comportements humains, finalement, question ouverte à tous les psychologues et tous les... Regardez plus les matériaux, vous allez comprendre plus de gens et plus comment les gens fonctionnent avec les matériaux. Regardez leur comportement, peut-être que ça peut vous aider. De Ah, mais c'est ça, manière la conclusion, transverse. moi, de mes études, de mes recherches, là, c'est que sans défaut, il y a rien qui se passe. Ouais, tout à fait. Ben oui. Ben oui. Dans Mais c'est sans le le désordre chaos, y a pas d'ordre. Sans le désordre, il n'y a pas d'ordre. C'est ce qui est assez intéressant. ouais. Ah ouais, conceptuellement, c'est assez intéressant. Est-ce que ça te convient, Mike, ou Ouais, alors ça me c'est convient complètement chiant? 100%. Je te mets 20 sur 20. Je te mets 20 sur 20. Ah, super. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Sébastien, pour ça. On arrive vraiment à la fin de ce podcast. Là, je vais passer en mode robot et à vous dire à peu près tout ce qu'il faut dire à la fin du podcast. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Sébastien et moi, on va avoir un plaisir de vous répondre. À mettre un petit pouce, ça aide à pousser le podcast Dromien Matériaux sur YouTube et à nous donner plus de visibilité. Et donner de visibilité à Dromien Matériaux, c'est donner la visibilité à des femmes et des hommes de science. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Si vous êtes plutôt audio, les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est disponible également là-dessus. N'hésitez pas à nous écouter, s'abonner, mettre 5 étoiles. C'est pour également pour qu'on remonte. Ça, c'est très intéressant pour nous. Si tout ça ne vous plaît pas, on a encore des solutions, notamment le site internet de Dromien Matériaux. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez finalement le récapitulatif de l'épisode et vous pouvez écouter l'épisode là-dessus. Vous avez également accès depuis le site à un groupe Discord pour venir nous rejoindre, discuter. Le but, c'est de fédérer une communauté, une grande communauté francophone autour des matériaux pour qu'on puisse échanger et discuter de manière beaucoup plus agile, autre que des mails ou des conférences Zoom. Discord, c'est facile, c'est agile. Vous avez la newsletter. Si vous préférez avoir le podcast dans votre boîte aux lettres, vous pouvez vous inscrire à la newsletter du podcast. Elle est disponible. Et pour terminer, si vous voulez nous soutenir le podcast à titre personnel, vous avez accès à un Buy Me a Coffee qui est incroyable. En gros, vous venez, vous nous payez un café et on échange autour d'un café, pourquoi pas. Mais bon, le principe est assez sympa, donc du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en place. Et sur ce, je crois que je vous ai tout dit et je vais clôturer cet épisode en donnant à Sébastien le mot de la fin, mais c'est pas moi qui le donne, c'est moi qui te dis à Sébastien, donne le mot de la fin à tout le monde. Ok, bah écoute, non, Mike, c'est très apprécié. Merci beaucoup pour cette opportunité, on va dire, cette occasion là de pouvoir mettre en avant les matériaux. Écoute, je pense que c'est le début d'une belle collaboration, Mike. Je suis persuadé que J'en suis la intimement convaincu. francophonie, la recherche francophone du Québec va être très intéressée de pouvoir participer, du moins si toi tu trouves ça pertinent. Mais je Donc, pense que rouge. ce serait un bon plaisir de pouvoir justement, comme tu disais, fédérer l'ensemble des francophones qui font de la recherche sur les matériaux. Puis au Québec, évidemment, n'hésite pas à me contacter dans le futur. Ce sera toujours avec un grand plaisir. Et puis, je le répète, mais je pense que c'est le début d'une longue collaboration. Merci beaucoup, Sébastien. Je suis à 100% d'accord avec toi. Écoutez, les auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés et à plus et à très vite hein, pour un nouvel épisode de Droit et Matériaux, votre podcast qui parle de science, de matériaux et comme vous l'avez constaté, de relations humaines et d'expériences humaines. Allez, à très vite. Salut tout le monde.